Je peux le dire, est-ce que faire les projets pour futur, c'est un peu impossible parce que toutes les situations dans notre vie vont changer. Et pour ça, je peux dire en anglais comme enjoy life, fais tout ce que tu peux à faire. Ouais, profite de la vie. Oui, profite de la vie et fais toutes les choses que tu peux dans le moment et pas penser sur le futur. Ouais, carpe diem quoi. Oui, oui. Il y a quelques mois, dans un épisode dans lequel je vous parlais de mes attentes, de ce que j'aimerais mettre en place pour cette nouvelle saison de French Expat, je vous parlais de mon envie de parler, de raconter un autre type d'expatriation, un récit d'expatriation dans lequel des personnes doivent faire le choix de partir, de quitter leur pays, bien souvent pour aucune autre raison que pour leur sécurité, ce sont les réfugiés. Lorsque j'en ai discuté, une de vous, une auditrice, Mathilde, m'a contactée et m'a parlé de Victoria Gorpechenko, que vous vous apprêtez à découvrir. Victoria est âgée de 19 ans. Elle vit au sein d'une fratrie de 3 enfants dans la ville de Kiev, avec son papa et sa maman. Le jour du début de la guerre en Ukraine, elle pense que ça ne va pas durer. Malheureusement, les semaines passent et aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans que la guerre a commencé. Quelques semaines après le début de la guerre, Victoria, sa maman, son frère et sa sœur ont l'opportunité de quitter l'Ukraine. Et c'est le début d'un long voyage. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de tendre mon micro à Victoria pour qu'elle nous raconte cette décision, qu'elle nous raconte son périple, mais aussi comment est-ce que l'on construit une nouvelle vie loin de tout ce que l'on connaît, dans une langue qu'elle ne connaissait absolument pas il y a 1 an, tout en faisant confiance finalement à l'humanité qui va nous accueillir et en suivant sa propre détermination. Victoria fait partie de l'équipe nationale junior d'escrime en Ukraine et finalement c'est en partie grâce à l'escrime qu'aujourd'hui elle nous parle depuis Bordeaux. Cet épisode voit le jour dans le cadre d'un événement caritatif qui en est à sa 2e édition cette année, le Podcaston. Au cours de la semaine du Podcaston, plusieurs centaines de podcasts francophones se réunissent et à leur manière décident de soutenir une association. Afin de mettre en lumière le témoignage de Victoria, j'ai décidé de soutenir l'association France-Ukraine, qui est une association loi 1901, qui a pour but d'aider à l'accueil et à l'hébergement des réfugiés ukrainiens, et que vous pouvez vous aussi soutenir en proposant de l'aide, un hébergement, une offre d'emploi ou encore en faisant un don. Pour les retrouver, je vous invite à vous rendre sur le site france-ukraine.com. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. C'est parti. Je m'appelle Victoria et je fais l'escrime. Je suis sportive de haut niveau. T'as quel âge aujourd'hui, Victoria ? J'ai 19 ans. Et ça fait combien de temps que t'es en France ? Depuis 2 ans. Alors aujourd'hui, merci beaucoup d'accepter mon invitation pour participer au podcast. C'est Merci à vous. Une auditrice du podcast qui nous a mises en contact. On va raconter toutes les deux un petit peu ton histoire. Mais effectivement, c'est vrai que ça fait déjà 2 ans que t'es en France. Ça fait presque 2 ans, c'est ça, que la guerre a commencé en Ukraine. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux me raconter un petit peu peut-être à quoi ressemblait ton quotidien avant que tout ça commence ? Oui, bien sûr, je peux. Avant, quand j'étais en Ukraine, à même endroit, je fais les sports, je fais les études. C'était mon dernière année en l'école. En école de quoi ? Au lycée, tu veux dire ? Oui, au lycée, avant d'aller à l'universitaire, avant de grands examens. Pendant cette année, je te prépare pour mon examen, pour mon compète. Un jour, on réveille et on voit sur les nouvelles que les guerres commençaient. On commençait un peu stressé, bien sûr, mais on a pensé que c'est fini peu tôt possible. Vous pensiez que c'était pas quelque chose qui allait durer, quoi, c'est ça que tu veux dire ? Oui, c'est ça. Quand c'est passé 1 semaine, 2 semaines, on comprend que c'est pas fini. C'est pas rapide. Oui, c'est pas rapide. Et aussi, mon grand-père, il était avec ma grand-mère. Ils ont été à Irpin, dans les villes qui étaient occupées.
Et mon grand-père, il est mort sur la bombe. Pendant ces 2 premières semaines? Oui, pendant ces 2 semaines à 2 mars. Et pour ça, sur les jours après, on a pris tout ce qu'on peut dans 30 minutes. Parce qu'en personne qui nous a mis, ils ont dit que c'est une route verte. Et pour ça, on peut aller normal. Parce qu'il n'y a pas de gens qui vont stopper nous. En février 2022, Victoria se réveille donc avec les nouvelles qu'une guerre vient d'éclater. La guerre lancée par Vladimir Poutine de Russie envers l'Ukraine. Certains territoires sont vite occupés, dont Irpin, la ville dans laquelle vivent les grands-parents de Victoria. Et malheureusement, le grand-père de Victoria va décéder sous les bombes dès les premières semaines d'occupation. Très rapidement, celles et ceux qui le peuvent cherchent à quitter l'Ukraine, à tout prix. Et début mars, des amis de sa famille les contactent pour leur dire qu'une route est ouverte, une route sur laquelle il n'y a pas de barrage, une route sur laquelle il faut se mettre en chemin dès que possible si on veut quitter l'Ukraine. Et en leur en 30 minutes, Victoria, sa maman, son frère et sa sœur ont fait leur bagage pour quitter le pays dès que possible. Le début d'un très long voyage. T'habitais dans quel coin de l'Ukraine, toi, à ce moment-là ? En Kiev, en capitale. Je vis avec ma famille et c'était moi qui étais motivée pour partir parce que je commençais à ce que ma famille était dans le stress. Et après cette situation qui passe avec ma famille, mon père et ma mère, ils commençaient à penser sur ça. Et sur les 12e jours, on a pris tout. Et avec ma mère, on a pris notre voiture et on va juste tout droit pour sortir de notre pays. On se souvient de ces images qu'on a vues aux nouvelles, nous aussi, aux informations. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette idée, de partir de Kiev, par exemple. Oui. Et donc, il y avait beaucoup de monde sur la route qui cherchait à fuir. Oui, c'était vrai. Et aussi, on était dans 2 voitures avec notre ami de famille. Et c'était mon soeur, mon frère et ma mère qui étaient dans la première voiture. Et dans la deuxième, c'était notre ami, aussi avec les enfants et avec mère. Et comme ça, on a parti pour les premières en Moldavie. Vous avez mis combien de temps à arriver en Moldavie ? On était juste en nuit pour aller à Paris. C'était pendant une semaine qu'on arrive à Paris, France, parce que c'était en voiture et ma mère, avant, elle n'a pas conduit beaucoup. Et alors, est-ce qu'on peut revenir sur votre décision de partir avant de partir, de parler de ce chemin ? Du coup, à ce moment-là, corrige-moi si je me trompe, mais du coup, ton papa, lui, n'a pas le droit de partir, c'est ça ? Il avait le droit, mais il était resté parce que les grands-mères, elle était occupée. Elle était toujours là. Oui, elle est toujours là. En zone occupée. Oui. Ouais. Et pour ça, il est resté. Il a pris la décision pour rester, pour attendre, parce que c'est mère de mon père. Et t'avais un petit frère, c'est ça que tu disais ? Non, j'ai un grand frère et petite sœur. Dans les premiers jours qui ont suivi le début du conflit, de la guerre en Ukraine, la plupart des amis de Victoria, des amis de sa famille aussi, ont quitté le pays. Suite au décès de son grand-père en zone occupée et du fait que sa grand-mère est toujours là, la famille de Victoria met un peu de temps à décider s'ils vont partir ou non. Au final, au bout de 15 jours après le début du conflit, début mars, des amis de la famille de Victoria les préviennent qu'une route est ouverte, il n'y a pas de barrage, c'est le moment ou jamais. Beaucoup de mes amis qui sont partis de suite pour mon première semaine, c'était moi, juste qui était resté pendant 12 semaines à Kiev. Et pour ça, j'étais prête pour ça. Le jour où vous avez pris la décision, tu étais prête parce que beaucoup de gens que tu connaissais étaient déjà partis. Oui, c'est ça. Et ça te semblait normal de partir, c'est ça que tu veux dire ? Oui.
Mais mon parent, ils avaient la décision qu'on peut rester pour attendre. Mais après cette situation, ils ont pris directement une décision pour partir. C'est peut-être bête comme question, mais tu dis tu as eu 30 minutes du coup pour faire tes affaires, pour partir ? Oui, c'est vrai, c'était comme ça. Qu'est-ce qu'on prend en 30 minutes ? On a pris juste l'argent, documents et quelque chose sur événements. Ouais. Oui, on est en février à ce moment-là aussi. J'imagine qu'en Ukraine, l'hiver peut être froid pour Oui, vraiment. traverser l'Europe. Plus froid qu'à Bordeaux, en France, c'est sûr. Ah bah oui, j'imagine. Oui. Bordeaux, l'hiver est doux. Ah oui. Mais ici, neige. Il était neigé un peu sur cette année à Bordeaux. Ça reste rare. Ah oui. Tu nous le disais en introduction, tu es athlète de haut niveau, tu fais de l'escrime et tu fais partie aussi en fait de l'équipe nationale d'Ukraine, c'est ça ? Oui, c'est ça, junior. Victoria fait donc partie de l'équipe nationale d'Ukraine junior d'escrime. En escrime, c'est difficile quand on ne fait pas de compétition car on gagne moins de points et donc on ne se qualifie pas et notre classement redescend. Les coéquipiers de Victoria partent eux aussi tout autour du monde. Elle a des coéquipiers aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne ou encore en Pologne. Alors comment est-ce que elle et sa famille ont décidé où est-ce qu'ils allaient partir ? Partir oui, mais où ? Quand on était quitté d'Ukraine, j'étais rappelée à mon fédération, à les coachs nationaux d'Ukraine pour parler où ils sont, parce que je connais que tout le monde est parti à Pologne. Tes coéquipiers, tu veux dire, étaient partis en Pologne ? Mais moi, j'étais avec mon famille et pour ça, je demandais à ma mère est-ce qu'elle pourrait aller à Pologne parce qu'il y a la place pour un peu rester. Pour vous accueillir ? Oui. C'était ma mère qui a pris la décision et on était parlé que le mieux c'est aller à Moldavie parce que pour aller à Pologne, il y a été beaucoup de voitures et pour ça... Il y avait énormément de monde qui essayait de passer la frontière vers la Pologne ? Oui, c'est ça. D'accord. La Moldavie, si tu peux m'aider d'un point de vue géographique, c'est où par rapport à l'Ukraine ? Parce qu'on a la Pologne à l'est, à l'ouest de l'Ukraine. Oui. Et la Moldavie, c'est où ? Je ne sais pas parce qu'on est parti avec navigation. Ouais. Avec le GPS ? Oui, avec le GPS. Donc, de Kiev en Moldavie. C'était pas direct. Ah oui, c'est 8 heures de route et c'est au sud, à côté de la Roumanie. Mais c'était pas direct itinéraire. Et pour ça, on a pris sur aller à... On est en ville Vinnytsia. Venise ? Non, c'est pas Venise. En Ukraine, on avait une ville qui s'appelle Vinnytsia. Qui est au sud aussi du pays ? Ah oui, mais un peu plus sud. Et pour ça, on a pris les routes pas directes. C'était pas 8 heures, c'était plus parce qu'on était resté dans cette ville pour dormir. Et donc, jour après, on est parti pour changer de pays. Pour la Moldavie, d'accord, ok. Quand vous êtes arrivé à la frontière, il y avait beaucoup de monde là aussi, même s'il y avait peut-être un peu moins que pour passer en Pologne ? Un peu moins, mais on a passé plus vite, je pense. Et vous teniez au courant ton papa, du coup, pendant ce voyage, j'imagine, vous restiez en contact ? Ah oui, bien sûr, on est resté toujours en contact, on a parlé. Ma mère, elle a pris une décision avec mon père aussi pour aller où, Bien sûr. Pour rester où. Ouais. Et alors, une fois que vous arrivez en Moldavie, comment se passe la suite du voyage et comment est-ce que vous décidez où est-ce que vous allez aller ? On n'est pas décidé, mais on connaît qu'en Moldavie, il y a beaucoup de volontaires qui pourraient attendre... Pour vous accueillir ? Oui, pour nous accueillir. Et pour ça, quand on est passé d'Ukraine-Moldavie, il y a été beaucoup de gens qui nous rencontraient et qui nous proposaient pour dormir.
Donc les habitants, les locaux Oui, les ont habitants. été très accueillants. Oui, qui étaient volontaires, qui juste connaissent les nouvelles et pourraient aider pour les Ukrainiens qui partent. Vous parliez quelle langue avec eux? En russe, parce qu'en Ukraine, on en parle dans deux langues, en russe et en ukrainien. Et en Moldave, ils en parlent en russe aussi. Ça doit être fou, cet élan je sais pas si on dit de générosité ou d'humanité, d'être accueilli par des parfaits inconnus. Oui, parce que quand c'était le temps soviétique en Ukraine, les présidents, ils ont dit que tout le monde doit parler en russe et parler en ukrainien, c'était impossible de parler en ukrainien. C'était pas autorisé, tu veux dire, pendant l'ère soviétique de parler ukrainien? C'était interdit de parler en ukrainien. Et pour ça, mon parent, ils en parlent en russe. Et pour ça, je parle avec mes familles en russe. Mais quand j'apprends les cours à l'école, on en parle en ukrainien. D'accord. Parce que l'école Ok. en ukrainien. Tu parlais les deux langues. Est-ce que tu te souviens de ces gens-là qui vous ont accueillis, des personnes en particulier qui vous ont accueillis quand vous êtes arrivé en Moldavie? Ils ont été très sympas. Ils ont proposé une place pour dormir parce qu'on était beaucoup, on était deux familles. On était 11 personnes. Mais ils ont proposé pour place pour dormir, quelque chose pour manger. Chez eux, du coup? Oui, chez eux. 11 personnes chez eux? Oui. C'est incroyable. Oui. C'était une grande maison à côté. Du coup, vous êtes resté combien de temps en Moldavie? Juste un jour. Et tout de suite, vous savez qu'il faut vous remettre en route? Oui, le matin, on a pris quelque chose comme de l'eau parce que cette famille, ils ont nous donné quelque chose pour manger pendant la rue. Et on est parti. On est parti et notre pays, c'était les Roumanie, quand on était resté en Satu-Mare, les villes Satu-Mare. Donc votre étape suivante, c'est la Roumanie. Vous avez une idée de la destination finale où vous allez ou c'est juste on essaye de s'éloigner le plus possible de l'Ukraine pour l'instant? Non, c'était une décision pour aller à Belgique parce qu'il y a les sœurs de ma mère. Pendant que la guerre était commencée, elle a proposé pour aller à Belgique, pour rester là-bas quelques semaines, pour attendre quand ça se finit. Ah ouais, donc super. Donc vous avez une destination famille aussi vers laquelle vous pouvez vous diriger. Oui, Ok. c'est vrai. Mais pendant notre roue, on a un peu changé la décision parce que ma sœur, elle était étudiante dans l'école française en Ukraine. Elle apprend français pendant un an. Et la directrice, elle est appelée de ma mère. Elle dirait qu'elle avait le choix pour nous. Elle avait les familles où on pourrait rester en France. Alors, c'est qui a proposé de vous... La directrice de son école à ta sœur? Oui, c'était les directrices. Elle a proposé, mais c'était une organisation où on pourrait appeler après. C'était une association, c'est-à-dire qui pouvait vous aider, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. D'accord. Tu te souviens du nom de l'association? Non, pas du tout. Parce que c'était ma mère qui était dans le contact. Donc, vous étiez en route pour la Belgique et finalement, donc il y a une association qui est en contact avec ta maman et qui, pour ta petite sœur qui a 13 ans, propose en fait à la famille de venir directement en France. Et c'est à Toulouse, c'est ça? C'était à côté de Toulouse, c'est à Montauban. Montauban, d'accord. Ok. Donc, direction finalement le sud de la France, rien à voir avec la Belgique. Oui. Est-ce que tu te souviens de la décision, justement est-ce que vous avez discuté de cette décision avec ta maman? Oui, on a discuté parce qu'elle a dit que notre roue, elle était en semaine. Et pour ça, c'était très loin. Et on a pris décision, oui, la route. Et pour ça, on a pris décision pour rester à Montauban. Est-ce que ça nous plaît, on peut rester un peu plus loin. Ah, ça raccourcissait la route, c'est ça que tu veux dire? Oui, pour ça. C'était un peu plus court? Oui, c'était un peu plus court. Et du coup, quand vous arrivez en France, vous êtes pris en charge par cette association à Montauban? Non, c'était une famille qui nous entendait parce que pendant notre roue, on envoyait toutes les informations de nous, les quelques photos et les familles qui pourraient
aider pour les familles ukrainiennes. Ils ont à voir, c'était les familles françaises. En fait, la famille de Victoria, tout en étant sur la route, remplit son profil et explique exactement ce qu'il en est. Combien de personnes, combien d'adultes, combien d'enfants, les langues qui sont parlées, et puis quelques informations sur chacun des individus qui composent la famille. Toutes ces informations sont ensuite transmises à un collectif de familles d'accueil dans la ville de Montauban et un match est effectué. C'était une famille d'accueil qui nous accueillait. C'était vous 11 ou c'était juste toi et tes frères et sœurs et ta maman ? C'était juste moi et ma mère et ma soeur et frère. Parce que notre amis, ils ont allé à Espagne parce qu'ils avaient les appartements là-bas. Est-ce que tu te souviens de tes premiers moments à Montauban, justement ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce que, je sais pas, la rencontre avec la famille, est-ce que tu veux me raconter un petit peu ? Oui, c'était très sympa parce que les familles étaient très sympas. C'était les nuits, c'était un peu bleu dans la rue. Il pleuvait ? Pleuvait, oui. On était rencontrés, on était très très fatigués, mais ils ont un peu fait la présentation de maison et ils ont essayé pour parler avec nous parce qu'ils n'ont pas parlé bien en anglais et nous, on ne parle pas bien du tout en français. Et pour ça, on était communiqué avec dictionnaire, Google Dictionnaire. Il s'appelle Stéphane, il connaît un peu anglais et pour ça on était parlé avec lui un peu en anglais. C'était quoi ? C'était le frère ou... Non, Stéphane, c'était le mari de famille d'accueil. Et cette famille, comment ça se passe alors l'accueil au sein de cette famille ? On était resté avec lui pendant 2 mois. C'est moi, j'étais restée avec lui pendant 2 mois. Et après, j'ai été contactée avec une fille qui fait l'escrime en France. Elle était dans une équipe française junior et elle entraînait à Bordeaux. Je ne sais pas sur ça avant, mais quand j'ai envoyé les messages, on a commencé à parler et elles me disent que oui, bien sûr, elle pourrait demander à l'entraîneur de Bordeaux est-ce que je peux entraîner avec lui parce qu'à Montauban et à Toulouse, il n'y a pas de club d'escrime avec mon type de l'escrime. D'accord, avec ton niveau non plus, c'est ça que tu veux dire ? Oui, avec mon type parce que dans l'escrime, il y a 3 types, épée, fleuret et sabre. Et à Toulouse, c'était juste épée. Comment ça se fait que tu parles si bien français ? Je parle pas du tout bien français, mais je commence. Je commençais à apprendre le français après 1 an. Après tout ce qui est passé, maintenant j'ai un étudiant à l'université de Bordeaux. Attends, tu parlais pas français avant d'arriver en France ? Non. C'est incroyable. Je parlais pas du tout. Et je commençais à apprendre le français juste l'année dernière, en janvier, avec les programmes Campus France avec Alliance française. Waouh, ok. Bravo. Ah oui, c'est merci. Incroyable. C'était juste pendant 8 mois quand j'étais à apprendre le français. Après, je fais l'examen DELF pour le niveau B1 et j'ai réussi. Et c'est tout. Bah ouais. Pour l'instant. Bah chapeau. Pour être sûr de bien comprendre, donc tu étais à Toulouse avec ta maman, ton frère, ta sœur, dans cette famille d'accueil. Oui. Tu restes là pendant 2 mois. Et donc là, il y a une escrimeuse de l'équipe de France junior qui te contacte. C'est moi qui je contacte. Et... Ah, c'est toi qui la contacte ? Oui. D'accord. Comment est-ce que tu la trouves ? Je demandais à mes amis ukrainiens qui connaissent peut-être bien l'équipe française, ou quelqu'un sur l'équipe française avec qui je peux parler
sur l'escrime parce que j'étais sans l'escrime pendant 2 mois. Et après, notre famille d'accueil, elle nous aidait pour envoyer tous les documents à cette club. Et après, je change la vie. J'étais en internat pendant 1 mois. En internat? En internat. Pour aller où? Pour aller à Bordeaux? Oh oui, pour aller à Bordeaux et pour rester à Bordeaux parce que j'étais seule. J'étais 17 ans. Et pour ça, j'étais restée en internat. J'étais à l'école, vraiment entier. Et je fais l'escrime. Mais après, ma famille, ils ont cherché une famille d'accueil à Bordeaux. Ils ont trouvé une famille d'accueil pour ta famille aussi sur Bordeaux? Oui, on a trouvé sur autre, je sais pas, autre site avec autre organisation pour les Ukrainiens. Et comme ça, ma famille, ils ont changé la ville aussi. D'accord, ok. Donc du coup, là, t'es plus en internat, tu vis toujours avec ta famille? Non. À Bordeaux? Non. Maintenant, on vit avec... on avait l'appartement social et pour ça, on a vécu seul. Donc vous avez retrouvé votre indépendance aussi? Oui. Ce que tu m'expliquais quand on avait parlé il y a quelques mois, c'est que c'était important pour toi de reprendre rapidement les compétitions d'escrime parce que si tu ne fais pas de compétition, tu perds des points et du coup ton classement descend et du coup tu ne peux pas te qualifier pour les autres compétitions internationales, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu continues de t'entraîner pour l'équipe d'Ukraine? J'entraînais pour faire les compétitions internationales avec l'équipe d'Ukraine parce que je suis ukrainienne et je ne peux pas faire les compétitions avec l'équipe française. Et mes compétitions françaises, je fais avec l'équipe de Bordeaux. D'accord. Et tu as gagné d'ailleurs le championnat de Nouvelle-Aquitaine, c'est ça? J'étais gagné le championnat de Nouvelle-Aquitaine et aussi j'étais gagné le championnat de France 2023. Bravo, génial! Et aussi j'étais gagné le championnat d'Ukraine 2023. Donc en fait, tu es rentrée en Ukraine pour faire ces championnats? Oui, c'était mon première fois quand je rentrais. C'était juste pour 20 jours, pour rencontrer avec mes amis qui restaient en Ukraine, pour voir mon père, pour faire cette compète, pour participer sur autre compétition et pour rester dans l'équipe. Et comment ça s'est passé le retour? Parce que j'imagine que tu n'as pas d'avion Bordeaux-Kiev. C'était vraiment difficile, c'était impossible. C'était avec un avion et après avec avion Bordeaux-Kharkiv à Pologne. Et après, j'ai pris un bus pour aller à Krakow de Kiev. Ça faisait combien de temps que tu étais partie quand tu es rentrée en Ukraine? 1 an et demi. J'imagine que ça a été beaucoup d'émotions aussi de revenir dans ton pays. Oui, c'est vrai. De revoir ton papa. Oui, c'est vrai. Et aussi, j'étais un peu stressée. Et pour ça, après 2 jours quand j'étais en Ukraine, j'étais malade. Ah ouais, tu penses que c'est ton corps qui somatisait un peu tout ça? Oui, je pense, parce que pendant ces 20 jours que j'étais restée en Ukraine, j'étais malade. J'étais avec une grippe. Et pour ça, je fais les mains complètes avec température et avec pas bon son. Ouais. Mais quand même, j'ai gagné. Mais t'as quand même gagné. Oui, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et comment va ton papa et ta grand-mère alors? Ils sont toujours en Ukraine. On parle quelques fois par semaine, mais ils sont là. Et ils ont préparé les documents pour sortir les Ukraines, mais c'est un peu difficile et ça a pris le temps. Ils aimeraient partir aussi? Ta grand-mère, en fait, c'est pour elle que c'est compliqué, non? Parce qu'elle est... Oui, c'est pour elle. Pour elle, c'est compliqué, mais aussi pour mon père, parce que maintenant, en Ukraine, c'est pour tous les hommes, c'est obligation pour aller à l'armée. Et pour ça, il doit préparer les documents pour sortir de l'Ukraine. Aujourd'hui, on se parle au mois de février. Ça fait 2 ans, c'est un triste anniversaire que la guerre a commencé en Ukraine.
T'as quoi comme recul sur tout ça? Comment est-ce que tu vois la suite? Est-ce que tu te vois finalement rester en France encore un petit moment? Quel est ton ressenti? Je veux bien te demander voilà, comment tu te sens par rapport à tout ça. Je sens un peu triste de mon pays, bien sûr, mais maintenant j'ai un étudiant en France et pour ça, je pense que c'est bien pour finir mes études. Et aussi, j'ai un entraîneur français avec qui j'ai entraîné en France maintenant, à Bordeaux. Et pour ça, je pense pour moi, c'est mieux on peut rester ici pour attendre quand ça c'est fini. Parce que moi, je pense ça va être fini pas vite comme on était pensé avant. Par exemple, aujourd'hui, il était beaucoup d'attaques en Kiev. Et pour ça, c'est pas arrêté. C'est toujours le sirène et toujours le bombe qui continue de tomber. Oui, qui continue de tomber. Ouais. Donc on voit pas d'issue immédiate. Oui, encore, c'est pour ça c'est pas très simple de rester en Ukraine. Quand j'étais en Ukraine, j'étais aussi un peu stressée. C'était normal. Je vois que tout les changeait, les gens changeaient, les atmosphères changeaient. Il y a toujours. Ah ouais, tu sens que les gens ont changé? Oui, bien sûr, parce qu'ils sont toujours sur situation stressée. Parce qu'ils ne savent pas quand les bombes arrivent et où. Ils pourraient tomber sur place aux gens, sur place aux les enfants, sur l'école, sur l'hôpital. Et pour ça, c'est horrible pour penser ça. Est-ce que tu peux me parler, c'est qui Edith? Edith, c'est présidente du club de Bordeaux, le Bac Escrime. Ouais. Et comment est-ce que tu l'as rencontrée? Avec elle, je l'ai rencontrée après, quand je viens à Bordeaux. Quand je rencontrais avec mon entraîneur, j'ai rencontré avec elle et c'était la famille d'Edith. C'était les parents d'Edith qui m'ont pris pour le week-end parce que Internet était fermé à week-end. Et quand l'internat était fermé et donc ils t'accueillaient tous les week-ends, les parents d'Edith? Oui, c'est ça. Et c'est grâce à la sœur d'Edith qu'on a été mise en contact, Mathilde, qui elle vit à l'étranger, mais qui m'a dit ah, tu cherches à faire cette interview, je connais Victoria, je vais lui en parler. Incroyable. Qu'est-ce que tu en as pensé quand on t'a proposé cette interview? J'étais très surprise. Et aussi, j'étais très positive sur ça parce que c'est pas la première fois que je parle sur mon histoire parce que c'est les gazettes sur Sud-Est. Il était venu une organisation qui fait le vidéo, comment on était habité avec les familles d'accueil français, comment on était installé, tout ça, comme ça. Eh ben, merci beaucoup. Aujourd'hui, tes coéquipiers de l'équipe d'Ukraine d'escrime, ils sont eux aussi partis un peu tout autour du monde? Oui, bien sûr, surtout les compètes, ils sont partis ils ont fait tour du monde où on avait les compètes. Il va partir là-bas. Oui, d'accord, ils sont partis pour les compétitions, mais ils sont aussi partis d'Ukraine comme toi? Les entraîneurs ou l'escrimeur. Dis-moi, je sais pas. L'escrimeur, oui, ils sont partis sur tout le monde. Par exemple, mon ami qui est aux États-Unis, quelqu'un qui part à l'États-Unis, quelqu'un qui part à l'Angleterre, quelqu'un qui reste en France avec moi aussi, à Paris. Par exemple, pour ça, beaucoup de l'escrimeurs qui est maintenant dans tout le monde. On a parlé de ton papa, de ta grand-mère qui sont en Ukraine et ta maman, ton frère, ta sœur, ils sont donc toujours en France? Ils vivent dans cet appartement avec moi dont tu parlais avec toi? Comment ils vont Maintenant, ma mère, pendant 2 ans, c'est plus difficile pour elle pour apprendre le français, mais
elle a un peu progressé. Et pour ça, elle avait le travail sur un salon de Carfus. Et l'un Carfus. Ah, un salon de coiffure. Oui. D'accord, ok. Donc elle coupe. C'était le métier qu'elle faisait en France aussi, en Ukraine aussi. Oh, oui, elle avait un salon en Ukraine. Mais maintenant, elle travaille dans le salon. D'accord, ok. Et ton frère et ta sœur, ils ont repris l'école ? Oui, ma sœur, elle est dans l'école, en collège. Et mon frère, il a fait le stage et travaille parce qu'il est handicapé. Et en France, c'est un peu plus simple parce qu'en Ukraine, on n'a pas beaucoup d'organisations et toutes les choses pour personnes comme mon frère. Et pour ça, il y a... Donc il est mieux pris en charge en France ? Oui, bien sûr. Ah, super. Oui, c'est super. Il travaille dans un jardin. Merci beaucoup, Victoria. Je te trouve sacrément impressionnante. T'es très positive, t'es très déterminée, t'es très souriante. Merci. C'est assez incroyable parce que t'as un parcours incroyable, toi et ta famille. Bravo pour là où vous en êtes. Si tu devais chuchoter un petit conseil à l'oreille de Victoria il y a 2 ans, au moment où la guerre a éclaté, est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire ? Je peux le dire, est-ce que faire les projets pour futur, c'est un peu impossible parce que toutes les situations dans notre vie vont changer. Et pour ça, je peux vous dire en anglais comme enjoy life, fais tout ce que tu peux à faire. Ouais, profite de la vie. Oui, profite de la vie et fais toutes les choses que tu peux dans le moment et pas penser sur le futur. Ouais, carpe diem quoi. Oui, oui. Et comment tu vas aujourd'hui, ça va ? Oui, ça va. J'ai plein de compètes, mais ainsi j'ai un peu malade après un compète parce que je fais le grand voyage, c'est pour ça. Mais demain, je vais partir sur autre compète en Italie pour faire le Grand Prix. C'est le compète participation à JO 2024. Ok, incroyable, d'accord. Bah, écoute, on pensera fort à toi. Ah oui, merci beaucoup. On croise les doigts pour les qualifications pour les Jeux Olympiques. Ah oui, merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup Victoria. Est-ce que tu as un petit mot, quelque chose que tu veux ajouter ? Est-ce que, je sais pas, tu veux faire un petit coucou aux familles d'accueil justement qui vous ont accueillis en France ou autre chose, ou je sais pas ? Oui, je vous dirais juste merci pour toutes les personnes qui nous aident, pour notre deux familles d'accueil françaises, pour le président du club Bec Edith et le parent, parce qu'aussi ils ont nous aidé pour rester pour un an et en plus un club de Bordeaux. Ils payaient pour ce que je peux rester, parce que faire l'entraînement sur cette club, c'est pas gratuit. Maintenant, j'ai une organisation qui me aide, c'est Rotary Club de Gradignan, mairie de Bordeaux, mairie de Gradignan, et aussi j'ai un team de Bordeaux. C'est un projet avant les JO, et ils ont me aidé aussi. Et c'est incroyable. C'est chouette que vous ayez été aidés. Et ces familles d'accueil que tu mentionnes, est-ce qu'elles font un peu partie de ta famille française ? Vous êtes toujours en contact ? Bien sûr, on est toujours en contact. Quand il y a les anniversaires ou quelque chose fête et on est libre, on est rentré à Montauban pour rencontrer avec lui encore. Ou c'est lui qui va nous avoir au Bordeaux. Et pour ça, c'est incroyable. Ah, c'est génial. Et maintenant, on peut parler un peu plus qu'avant. Pour ça, c'est plus simple pour lui. Ouais. Et pour nous aussi. Ils doivent être impressionnés par tes progrès en français. Hein. En si peu de temps, c'est impressionnant. Si tu parlais pas français avant... Oui, parce que c'est l'entraîneur qui parle juste en français. Pour ça, j'ai besoin de parler juste en français. Est-ce que je vous comprends quelque chose de très important sur l'escrime?
Oui. Eh ben, écoute, bravo. Merci. Un grand bravo, Victoria, et merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Merci à vous aussi. J'étais très heureux pour rencontrer avec vous. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Victoria pour le temps qu'elle m'a accordé entre 2 entraînements, ainsi qu'à son entraîneuse Edith et à sa sœur Mathilde pour avoir facilité cet échange. On en parlait à l'instant, cet épisode n'aurait jamais vu le jour sans le soutien et l'implication de vous, chers auditeurs et auditrices de French Expat. Alors merci, merci infiniment de nous avoir mis en contact. Merci infiniment pour votre vigilance et bien entendu pour votre bienveillance. J'ai décidé de sortir cet épisode à l'occasion du Podcaston dont je vous parlais en introduction. Si vous souhaitez soutenir l'association France-Ukraine, qui est une association loi 1901, sachez que cette association vous permet de soutenir les personnes qui pourraient en avoir besoin venant d'Ukraine en proposant de l'aide, en proposant un hébergement, en proposant un emploi ou encore en faisant un don. Donc il y a plein de manières de les aider. Et si le concept même du Podcaston vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre directement sur leur site podcaston.org et là vous retrouverez tous les épisodes de tous les podcasts qui participent à cette seconde opération Podcaston 2024. La semaine prochaine, French Expat continue. Je vous laisse découvrir un petit extrait de ce qui nous attend. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de French Expat qui va être consacré à une thématique pour laquelle vous me contactez depuis des années très régulièrement. Cette thématique, c'est la culpabilité qu'on peut ressentir, ou pas d'ailleurs, lorsque l'on est expatrié. Ce que j'entends par expatrié, ça veut dire qu'on est parti de là où on a grandi. Ça n'a absolument rien à voir avec le contrat de travail que l'on peut avoir ou non. Pour répondre à vos questions, très nombreuses, on a reçu une 50aine ou 60aine de témoignages sur Instagram. Je suis très heureuse d'être accompagnée aujourd'hui par Elena Kovo, qui est basée à New York. Elle est psychoclinicienne diplômée en France et aux États-Unis, Marriage and Family Therapist, qui fait donc de la psychothérapie individuelle, de famille et de couple. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi prochain pour une nouvelle histoire. À bientôt.